C'est la première fois que je vais parler des livres de Brottas à Bruxelles et en français. Je l'ai fait en flamand, je l'ai fait en espagnol et en anglais. C'est la première fois en français. Ça m'impressionne un peu, parce que c'est quand même la langue de Brottas aussi. Donc je vais parler de 5 livres de Brottas. Le Ponce Bête, Un coup de dé, MTL, Un voyage aux mers du Nord et le dernier, L'Angelus de Daumier. Je n'ai pas fait cette recherche du point de vue d'un historien d'art, mais du point de vue d'un graphiste, comme Michel a dit. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec des artistes sur des publications et d'art, des catalogues et tout ça, et aussi du point de vue de l'amateur, un concept que Marcel Brottas considère très important. Il écrit dans le 2e volume de L'Angelus de Daumier: actuellement, les amateurs sont rares et font cruellement défaut. Ces dernières 25 années, j'ai appris beaucoup en travaillant sur les publications de Brottas avec la veuve de Brottas, avec Maria Ilsen. J'en ai discuté sur les livres de Brottas avec des amis, aussi des amateurs, des professionnels, mais surtout, j'ai appris des publications de Brottas qu'il utilise vraiment les restreintes. Il a des spécificités du procédé d'impression. Il questionne et défie le médium. Et c'est ici que ça devient très intéressant, je pense. Comment Brottas utilise les moyens propres du livre pour articuler ses idées. Le choix de papier, la reliure, la mise en page, les textes, la typo et tout ça, la navigation, la technique d'impression, il a dû avoir une connaissance de tout ça parce qu'il l'utilise tout le temps. Et quand j'ai commencé à faire ça, ça vient un peu on m'avait invité une 10-15 d'années passées à la Fondation Tapies à Barcelone. Il y avait un artiste qui m'avait invité de parler de mes livres, mais aussi il avait dit: tu pourrais pas parler un peu des livres de Brottas? Je dis oui, je veux bien. Et je savais qu'au MACBA à Barcelone, il y avait les publications que je voulais commenter. Donc j'écris un mail au MACBA, je dis: je voudrais bien emprunter les livres pour les montrer pendant la conférence. Et ils me répondent que oui, ils voulaient bien, mais qu'il y a tout un protocole, que les livres doivent être dans une vitrine, il devrait être présent un gardien, il y avait les papiers à remplir, d'assurance et tout ça, et surtout que je ne pouvais pas toucher les livres. Donc, tu te rends compte à ce moment-là que ces livres sont plus accessibles. Avec un peu de chance, tu peux les voir dans une expo, dans une vitrine, tu vois une double page ou la couverture, mais on n'a plus accès aux livres. Peut-être dans quelques bibliothèques spécialisées, tu peux encore les voir avec des gants pour tourner les pages et pour les voir. Mais disons, au grand public, ces livres sont plus accessibles. Et c'est là que j'ai pensé, pour réactiver un peu de nouveau ces livres de Brottas, peut-être je peux en parler. C'est ce que je peux faire, je peux en parler, et surtout du point de vue du graphiste. Donc, à partir de là, on a commencé à travailler, j'ai commencé à regarder ces livres d'une manière comme... Ça a commencé aussi un peu comme Maria Gilles un jour me dit: j'aurais bien aimé faire un facsimile de l'Angelus de Daumier. Donc un facsimile, c'est une réédition qui est le plus près possible à l'original. Et pour faire ça, donc, il faut étudier, il faut regarder, il faut voir quel papier il a utilisé, quelle manière de coudre, comment tout le processus pour pouvoir le refaire. Et c'est là que tout à coup, je voyais des choses que je n'avais jamais vues, moi, et je n'avais pas lu non plus dans aucun texte sur Brottas. Donc ça, c'est un peu pour situer pourquoi je suis là et pourquoi je parle des livres de Brottas. Je pense que tout le monde le connaît, pour rappeler un peu. Brottas est né le 28 janvier 1924 à Bruxelles. Il meurt à 52 ans, le 28 janvier aussi, en 1976. Sa vie est presque une boucle, et une boucle qu'on va revoir beaucoup dans ses publications et d'autres travaux de Brottas. Il commence sa carrière artistique comme poète. Il publie quelques recueils de poésie, parmi lesquels Mon livre d'ogre en 1957, Minuit en 60, La Bête Noire en 61 et en 1963, Le Ponce Bête. On va commencer avec Le Ponce Bête qu'on voit ici. C'est un livre, moi j'ai pas ces livres, j'aimerais bien, mais je ne les ai pas, mais je l'ai fait des maquettes à format réel pour que tu vois, les gens voient un peu quand même le format du livre. Là, je les ai photographiés, mais c'est quand même pour avoir une idée du format. Donc c'est 29,5 sur 22 le format, ce sont 32 pages relues avec fil et avec couverture. La couverture est constituée d'une solide papier en offset noir
et sur lequel le titre est sérigraphié, j'ai l'impression, parce qu'en offset, on ne pouvait pas imprimer sur le noir, donc c'est sérigraphié dans un bleu clair. Et sur le dos aussi, il y a le mot « fin » et il y a achevé d'imprimer pour le compte d'auteur. Donc, le compte d'auteur, c'est-à-dire que c'est l'auteur qui fait l'édition le 25 janvier 1964 sur les presses d'Henri Kops à Bruxelles. La publication Pense bête est un recueil de poésie avec des poèmes allégoriques sur les animaux. Le titre Pense bête peut se lire de deux manières, comme une astuce mémotechnique, un aide-mémoire, ou littéralement comme une pensée stupide. Le livre débute aux pages 2 et 3 par un texte dans lequel Brotas dévoile ses sources et ses obsessions de poète. Le goût du secret et la pratique de l'hermétisme ne font qu'un, et pour moi un jeu préféré. Mais si je veux jeter toutes les inhibitions par-dessus bord et libérer les sources de mon inspiration. Et elle termine le texte avec cette introduction par une citation de la littérature juridique. Voici un exemple de ma lecture au coucher. Chapitre 7 des outrages publics au bonheur. Voilà, ça c'est la couverture de Ponce Bête, et il a découpé dans un papier gris métallique, il a découpé une serrure qu'il a collée sur cette version de Ponce Bête. Il faut savoir que le Ponce Bête passe par 3 phases. D'abord, le Ponce Bête est publié comme un livre avec des poèmes, à l'intérieur imprimé en noir et blanc, et la couverture avec le bleu clair. Dans une deuxième phase, Brotas commence à coller des papiers sur les textes. Alors ça c'est la première page. La deuxième page. Donc ici est imprimé le texte que je viens de lire, et il commence à coller des papiers couleur sur les textes. Des fois, les papiers sont entièrement collés, donc on ne peut pas les lever, donc ce texte n'est plus lisible. Il y en a d'autres. Ici, sur cette page-là, tu vois les négatifs de la couverture. Donc, quand il a découpé la serrure, disons la serrure en positif, il le met devant, et les négatifs, il les met à l'intérieur du livre. Ici, on voit aussi le titre Le Petit Doigt, et donc quelques exemplaires, pas dans tous, mais par exemple dans celui-là que j'ai trouvé au SMAC à Gand, il a fait une empreinte du doigt. Je ne sais pas si c'est le petit doigt, c'est pas le pouce, c'est trop petit, mais peut-être c'est le petit doigt. Ici, il tape un poème qui parle des cochons. C'est un poème qui parle un peu comme des parties d'un cochon, donc comme un cochon coupé chez le boucher, et il colle des petits papiers. Donc sur le grand poème, il colle un grand papier en rose et des tout petits papiers. C'est comme il a découpé le cochon. Donc il fait, en abstrait, il fait comme une ressemblance. Il fait un jeu entre le poème et la manière qu'il colle. Des fois, il n'y a rien. Des fois, il y a une petite borne. Par exemple, ici, c'est tout collé, mais on peut lever. Et si tu lèves, il y a un autre poème qui parle sur, je pense, c'est les puces, et des gens qui vivent en campagne, en la campagne, où ils ont des animaux, ils savent quand les puces, ça pique, ça donne des petits boutons rouges. Donc, de nouveau, il fait comme un jeu entre les piqûres de la puce. Et donc, ce sont des petits stickers qu'il colle là-dedans. Il y en a d'autres, voilà, il y a une page entière, hop, il tourne le papier. Ce qui est très curieux aussi, que dans toutes les versions, c'est un peu différent. Il y a une règle plus ou moins générale, on rend compte de nouveau des choses qu'il a fait dans l'un, dans l'autre, mais il y a aucun qui était beau. Par exemple, ici, il met un sticker dans le livre qui dit « Walter van der Malen, bois fort, près de la forêt ». Et à la fin du livre, il y a un autre sticker, on continue, sur le dos, qui dit « Marcel Brotas, Bruxelles, près de la ville ». Donc, c'est très important de voir aussi que le sticker, il est sur le mot, il y a un mot imprimé sur la couverture qui dit « fin ». Et quand on connaît un peu Brotas, il n'aime pas que quelque chose se termine. Quand il a fini quelque chose, hop, il recommence, il fait autre chose. Donc, il utilise les stickers presque pour
caché le mot fin et il donne un message personnel à la personne qui l'a, je suppose, envoyé le livre. Je vais vous montrer un autre que j'ai trouvé au SMAC. C'est celui-là. Donc celui-là, par exemple, vous voyez devant, ça va être une page. Ici, il n'y a pas la serrure sur la couverture, mais tu vois, l'autre c'était bleu, ici c'est en vert, mais il tape les mêmes textes, mais de différentes manières. Les blocs sont différents. Donc, il y a comme tout, ici, par exemple, il n'y a pas le doigt, et la partie des couchons n'est pas en rose, mais en bleu. Je viens d'entendre qu'ils vont bientôt réunir différents exemplaires pour les regarder ensemble. Je pense que Charlotte sait plus de ça. Et je pense que ça pourrait être intéressant de les voir. Ici, il n'y a pas de sticker, il n'y a pas de message sur celle-là. Donc, ça, c'était la première transformation. Il y a une deuxième transformation. Plus tard, Brotage, il coule dans le plâtre un paquet avec les derniers, un paquet entier de livres de Pense-Bête, il coule dans le plastique. Donc, il fait une pièce qu'il appelle aussi le Pense-Bête, donc une sculpture, et cette sculpture est présentée à l'occasion de sa première exposition individuelle dans la galerie de Saint-Laurent à Bruxelles en 1964. Le carton d'invitation pour l'exposition, pour la toute première exposition de Brotage à la galerie Saint-Laurent à Bruxelles, mise en page par Corneille Annonçay, imprimée sur les deux faces. Ça, c'est l'invitation. Donc, il imprime son invitation, qui est un texte, sur des feuilles déjà imprimées. Donc, l'imprimeur imprimait des magazines et il a pris des feuilles qui étaient disponibles dans l'imprimerie et les a utilisées comme fond pour imprimer son invitation. Tu vois, chacun est différent. Si tu en vois trois ensemble, dans une lettre assez gras, pour aller au-dessus de reste des textes, en changeant la direction. Ce carton, qu'est-ce qu'il dit? Moi aussi, je me suis demandé si je ne pouvais pas vendre quelque chose et réussir dans la vie. Cela fait un moment déjà que je ne suis bon à rien. Je suis âgé de 40 ans. L'idée enfin d'inventer quelque chose d'insincère me traversa l'esprit et je me mis aussitôt au travail. Au bout de 3 mois, je montrai ma production à PH Édouard Toussaint, le propriétaire de la galerie Saint-Laurent. Mais c'est de l'art, dit-il, et j'exposerai volontiers tout ça. D'accord, lui répondis-je, si je vends quelque chose, il prendra 30%. Ce sont, paraît-il, des conditions normales. Certaines galeries prennent 75%. Ce que c'est, en fait, des objets. Moi, c'est de l'auteur. Donc, il est suivi par l'adresse de la galerie et les heures d'ouverture. Dans une interview avec Hermine Lebert, titulée 10 000 francs de récompense, publiée en 1974 dans le Catalogus, on va en parler cet après-midi, il dit sur la sculpture Pense-Bête le suivant. J'ai plâtré à moitié un paquet de 50 exemplaires d'un recueil, le Pense-Bête. Le papier d'emballage déchiré laisse voir dans la partie supérieure de la sculpture les tranches des livres, la partie inférieure étant donc cachée par le plâtre. On ne peut ici lire le livre sans détruire l'aspect plastique. Ce geste concret renvoyait l'interdiction au spectateur. Enfin, je le croyais. Mais à ma surprise, la réaction de celui-ci fut tout autre que celle que j'avais imaginée. Quel qu'il fût, jusqu'à présent, il perçut l'objet ou comme une expression artistique ou comme une curiosité. Tiens, des livres dans le plâtre. Aucun n'eut la curiosité du texte, ignorant s'il s'agissait de l'enterrement d'une prose, d'une poésie, de tristesse ou de plaisir. Aucun ne s'est ému de l'interdit. Donc, je ne vais pas entrer dans l'importance de la pièce de Pense-Bête dans l'œuvre de Brotage, mais je pense que c'est un premier livre
donc où il intervient, il dépasse les limites d'un poème, disons, régulier. Le deuxième livre que j'aimerais bien vous montrer, c'est celui-là. Un coup d'idée jamais n'abolira le hasard, publié en 69. C'est un livre grand. Ça, c'est la maquette. Et c'est un livre qui est publié en 3 éditions différentes. La première version, en 300 exemplaires, sur un papier d'édition relié comme livre, appelé le catalogue. Brotas écrit sur la couverture arrière « Exemplaire catalogue ». Ce livre est basé sur le recueil de poèmes de Mallarmé de 1914. Voilà, ça c'est l'original. Tu le vois ici à droite. Donc, il prend exactement la même typographie, le même format, le même type de papier, et il change le nom de Mallarmé, il met son nom, il laisse le titre, il enlève le mot poème, il met le mot image, et l'éditeur est remplacé par les 2 galeries que Brotas avait, avec qui il travaillait. Je vous montre vite pour les gens qui n'ont pas encore vu le coup d'idée de Mallarmé. Voilà. Ce livre est encore disponible, ça se vend encore aujourd'hui chez Gallimard. C'est un livre qui coûte 22 € et c'est sur celui-là qu'il a travaillé pour faire sa version. Excusez-moi. Donc je montre, il y a le titre, il y a une préface. Ici commence le poème. Bon, le poème de Mallarmé est très important parce qu'il libère pour la première fois la typographie des restreints de la page, des règles de composition de la page, et les mots se bougent librement sur la page. Donc il y a beaucoup de possibilités de lire ce poème, seulement les cursives, seulement les italiques, on peut bouger de gauche à droite pour donner une idée. Donc Brotas reprend ce livre et il en fait sa version. Donc on ouvre le livre, il a le même titre, il a son nom, et dans la préface, qui était dans la première version, il met tout le poème de Mallarmé. Donc il prend tous les mots du livre et il pousse dans la place qui était préservée aux préfaces. Donc tout le poème de Mallarmé est réduit à une page, ou presque une page et demie. Et après, il tape avec des petites barres en noir, il tape les textes. Mais il ne tape pas n'importe comment. Ce qu'il respecte, il respecte les différentes choses. Par exemple, si ce sont des capitales, il tape le capital entier. Si c'est un texte qui n'est en minuscule, il tape que la hauteur du X, comme on dit en termes typographiques. Ça veut dire que le O, le A est tapé, mais par exemple, le D qui va en haut, ou le P qui a un petit oui, qui va en bas, n'est pas tapé. Donc, il respecte la choix typographique de ce livre. Et par exemple, quand tu es en italique, les barres ont les côtés aussi en italique. Donc, il respecte, disons, déjà dans le jeu de l'image, il respecte comment les lettres étaient posées, mais on ne peut plus lire. Donc, il enlève le contenu. Donc, il en fait une image. Voilà quelques pages. Donc déjà, dans le pense-bête, il commençait à taper partie des textes. Ici, il enlève tous les textes, il en fait une image. Donc ça, c'est la première version de ce livre, sur 300 exemplaires, imprimé en offset. Voilà, livre cousu, de la même manière que l'original. Il y a une autre version, j'avais pas de très bonnes images, je ne sais pas si on voit un peu. Il y a 10 exemplaires imprimés sur 12 plaques en aluminium anodisées, qu'il appelle l'œuvre. Donc, les doubles pages du livre sont représentées sur les plaques. Quelqu'un qui est encore un peu familier avec l'imprimerie
On sait qu'on utilise des plaques en aluminium pour imprimer en offset les, les livres. Donc, il montre cette pièce, 10 exemplaires, les plaques en aluminium anodisé, et il y a une troisième version qui est en 90 exemplaires, reliés comme livre imprimé sur papier mécanographique transparent et numéroté de 1 à 90 qu'il appelle l'édition. Donc il a le catalogue, l'œuvre et l'édition. Utilisons 3 différentes manières de mettre comme objet le même contenu. Le papier transparent était seulement imprimé d'un côté, rendant ainsi visible l'espace invisible entre le recto et le verso. Donc, il dédouble les pages. C'est comme il coupe une page en deux. Et les exemplaires sont munis de 2 cartons coupés aux dimensions de la page et permettant au lecteur d'isoler une ou 2 pages à son gré. L'idée de l'écran est un thème récurrent dans le travail de Brotthard. L'écran qui arrête et qui reflète. Si j'ai encore une autre. Ce qui est très intéressant aussi, que si tu ouvres le livre, dans un coup d'œil, virtuellement, mais tu peux voir tous les livres. Parce que les pages sont transparentes, tu vois les superpositions, donc dans une fois, tu peux faire tous les livres, et les 2 cartons servent pour les mettre en bas pour pouvoir isoler une ou 2 pages du reste du livre. Donc, sur la version transparente, par opposition à la version papier, il n'y a pas de texte sur la 4e de couverture. Chaque page de cette version a été dédupliquée ou dédoublée, à l'exception de la première page blanche, qui est la page 7 et 8, et la page de titre 10 et 11. Le premier cahier se compose donc de 28 pages et le second cahier de 32 pages, donc un total de 60 pages. Donc, ce n'est pas tout à fait un dédoublement de toutes les pages, il y a donc quelques exceptions. En comparant le livre de Mallarmé, je ne sais pas s'il y a une image, en comparant le livre de Mallarmé et le livre de Brotthard, page par page, j'ai découvert qu'à la page 14, la barre qui devrait couvrir le mot « hésite » a été omise ou oubliée, je ne sais pas. On voit ici, donc le mot « hésite » n'est pas tapé. Avec Brotthard, on ne sait jamais, ça peut être une erreur de l'imprimeur, ou un oubli, mais c'était curieux parce que le reste correspond. Il y a encore la page 23, j'ai vu que le mot « si » qui est en majuscule ne correspond pas au format du bloc. Ah voilà, ici, pardon, je me suis trompé. C'est ici, tu vois, le si, qui devrait être un carré, il est long. Et c'est ici, la page 14, que le mot hésite, qui est un peu en bas, celui-là n'est pas reproduit en carré. Curieusement, dans les 2 autres versions, la version transparente et la version plaque aluminium, la petite barre est bien là. Donc c'est un peu, je ne sais pas, j'ai demandé à Marie, elle ne pouvait pas me le commenter, je ne sais pas si Yves, tu sais ça, ou une idée, pas non plus. Mais bon, tout le reste était assez précis, et là, il a... On va parler d'un 3e livre. Je voudrais encore dire une chose. Curieusement, à travers un ami à moi, Marc Coutas, on a découvert qu'en 1968, juste un an presque avant que Brotthard a publié Le coup de dé, donc sa version, il y a un poète artiste italien qui s'appelle Mario Diacono, a publié un livre qui s'appelle A Metrica Nabolira Edizione GCT à Rome en 68, imprimé sur 199 exemplaires. C'est un pastiche de la première édition aussi d'un coup de dé, donc il remplace les mots de poèmes par des bandes horizontales en bleu et en orange. Et la biographie de Mario Diacone montre que, comme Marcel Brotthard, il a débuté dans le genre littéraire, et tant qu'éditeur et poète, et s'est ensuite tourné vers les arts visuels. Il écrit des critiques d'art et publie en 1969 le catalogue de la première exposition de Joseph Kosuth en Italie. Apparemment, le moment était venu de réinterpréter visuellement un coup de dé.
Donc deux artistes indépendants l'un de l'autre arrivent à un résultat similaire. Je ne sais pas si je pense que j'avais une image de ce livre. Ça, c'est la page de titre. Curieusement, ce livre est très différent de celui de Brotas. Il n'a pas le même format que l'original. Il était graffé, donc, et les blocs sont beaucoup plus bruts. Ils sont presque tous de même taille et très imprécis. Donc ça suit plus ou moins le poème, mais pas du tout. Mais les blocs sont alternement en bleu et en orange. Le livre MT. En 1970, Brotas va faire une exposition dans la galerie MTL à Bruxelles, avec le titre MTL et la date qu'on voit sur la couverture de la publication. À l'occasion de cette exposition, Brotas publie un catalogue, une version en 3 langues. Le catalogue se compose des éléments suivants. Il y a 12 pages, plus une couverture avec une description des œuvres à l'intérieur, 2 pages volantes supplémentaires numérotées 13 et 14, 2 addenda uniquement imprimés recto en 3 langues, et une page volante non numérotée avec une 3e addendum, uniquement en français, et une autre page volante non numérotée avec une note sur les intentions, également uniquement imprimée recto et en français et en anglais. Donc c'est un livre de 12 pages, mais il met des addendums qui, dans le moment que se développe l'exposition, il commence à ajouter des addendums. C'est un livre qu'on peut dire presque comme un catalogue classique. Dans l'origine de catalogue, c'était une liste d'œuvres. Quand quelqu'un avait une exposition ou même une vente d'héritage, il y avait un catalogue qui reprenait toutes les pièces, qui décrivait toutes les pièces. Donc c'est un livre qui est très près de l'origine de l'idée du catalogue. Ce qui est étrange de voir dans le catalogue, donc la première page, on tourne, il met le numéro 1 sur la première page de l'intérieur du livre, mais normalement, le 1 commence à droite. En général, tous les livres publiés, on met le numéro 1 sur une page de droite, donc les livres, parce que la couverture est à gauche, hop, la première page, c'était... Mais lui, c'est comme il laisse à côté le livre comme objet, il dit non, non, ça c'est ma première page, ça c'est mon premier texte, je mets le numéro 1. Et donc, tout le livre est numéroté 1, 2, un peu à l'envers ce qu'on fait normalement. Et aussi, il commence le numéro 1 sur le dos de la couverture. Ce qui est aussi bizarre, normalement, la couverture n'est pas comptée comme faisant part du livre, dans la numérotation. Donc, en effet, il numérote que les pages imprimées de 1 à 12, il fait le numéro aussi des 2 premiers addendums, pages 13 et 14. Donc ici, tu vois, ça commence la liste des œuvres en 3 langues, 10, 11, 12, et ici un addendum qui prend le numéro 13, un addendum à la page 10, et un autre addendum numéro 2 qui est numéroté page 14. Ce n'est qu'après que les addendums qu'il va encore mettre, il n'y a plus de numéro. Donc ils sont presque en dehors du livre. Donc, outre une lettre de présentation, une biographie auto-écrite, une liste des expositions collectives et personnelles et une liste détaillée des œuvres exposées, il reproduit également 2 certificats médicaux dans ce catalogue. Une attestation du 15 du 1er de l'année 70, attestant que Brotas n'a pas besoin de soins médicaux et qu'il peut reprendre un travail normal. Ce certificat a été publié pour la première fois dans le catalogue de l'exposition 18 Paris 7 70, organisée par Seth Ziegler à Paris. Brotas explique
dans une lettre adressée à cette Ziglob que le certificat est la justification de son retrait du projet. Dans la page jointe non numérotée de la note sur les intentions, Brotas écrit ce qui suit à propos de ce certificat. Jusqu'à présent, aucun critique n'a voulu mettre en évidence le fait qu'un certificat médical décrivant un état de bonne santé et des capacités de travail a servi à justifier une absence d'œuvre dans l'exposition organisée à Paris. C'est pourquoi j'ai cru bon écrire cette note en laissant au lecteur le soin d'y réfléchir selon son opinion sur l'art. L'autre certificat, daté du 2 du 3 de septembre, indique le contraire. L'état de santé de Brotas ne lui permet pas d'effectuer un travail. Contrairement à l'exposition à Paris, cette exposition à la galerie MTL à Bruxelles présentait une grande quantité de travail. Dans sa note sur les intentions, il pointe également cette contradiction. La page 10 contient une note en 3 langues sur la vitrine à la galerie MTL. La vitrine montrait le texte de l'invitation, lisible de l'intérieur, et Brotas avait l'intention de remplacer ce texte lors de l'exposition, à partir du 30 mars, par des éléments de sa biographie lisibles de l'extérieur. Dans le premier addendum, numéroté page 13, titulé Addendum à la page 10, Brotas revient sur cette idée. Il explique que l'idée de remplacer le texte d'invitation par sa biographie est devenue superflue, puisqu'il a depuis pu réaliser un projet, un film avec les lettres sur la vitrine comme sujet. Donc il dit, le sujet de ce film étant la lettre dissociée du sens de l'inscription rendait inutile le remplacement de celui-ci. La projection de ce film constitue la manifestation des derniers jours de l'exposition. L'écran est constitué par la vitrine, peinte alors en blanc pour recevoir l'image au lieu même de sa réalité passée. L'addendum 2, numéroté page 14, avec l'annonce l'exposition à la galerie MTL a reçu le prix de la critique. Et l'addendum 3, qui n'est plus numéroté, et qui est une feuille pas reliée non plus, cet addendum en forme de lettre traite de la vente de l'ensemble de l'œuvre à un collectionneur privé bruxellois et de son souhait d'y ajouter une pièce, une boîte en carton contenant des manuscrits qui se trouvaient au fond de la galerie lors de l'exposition. Finalement, cette pièce n'a pas été ajoutée. Enfin, un quatrième supplément, note sur les intentions, aussi sur une feuille non numérotée, en français et en anglais. Et avec cette note, il revient sur le fait que le critique d'art n'a pas commenté la contradiction contenue dans les 2 certificats médicaux. Donc c'est assez compliqué, mais ce qui est intéressant de voir que Brotas fait un catalogue de 12 pages. Il change l'ordre des numérotations, qui normalement dans un livre a une logique, et il commence à ajouter des choses. Donc le catalogue, qui est normalement une chose finie, il utilise des choses très propres au livre, donc il dit, voilà, je vais faire un addendum, je vais faire une note, et comme ça, il peut continuer le travail. Donc il utilise des techniques propres à l'impression, propres au monde du livre, pour continuer son travail. 2 ans après, il est invité de nouveau à MTL pour faire une exposition, et à l'occasion de cette exposition, il montre 3 choses. D'abord, dans la salle, il montre 2 photos. Ces 2 photos sont des photos de la vitrine de la galerie MTL qui avait déménagé entre-temps. C'est les photos de la première galerie, donc, où il a fait la première exposition, le moment de l'exposition, et après, c'est écrit sur la photo 2 années après, je pense. Je ne peux pas très bien dire. Et il met ça dans l'exposition. Il met une édition dans l'exposition et il met le catalogue dans l'exposition. Donc, il reprend le même thème. Il prend la même couverture, la seule chose, tu vois, les dates ont changé. Donc,
ça s'appelle aussi MTL, et les dates ont changé. Le sous-titre de cette exposition, c'est l'art ou l'art de vendre. Pour cette exposition, on garde dans le même format, donc il reprend le catalogue de la version de septembre, mais en y apportant quelques modifications. Sur la couverture, il remplace la date, met à jour la liste des expositions, supprime les certificats médicaux et omet, donc il élimine les pages supplémentaires avec les addendas et les notes. Cette fois-ci, le livre se compose de 12 pages et est imprimé sur un papier légèrement plus épais. L'édition est tirée à 6 exemplaires, numérotés et signés. Les numéros 5 et 6 étant réservés respectivement à l'auteur et à l'éditeur. Et tout à coup, on voit que les numéros, cette fois-ci, correspondent avec la numérotation classique d'un livre. Donc, les impairs à droite et les pages paires à gauche. Mais, contrairement à normalement, il commence la numérotation sur la première page. Le fait qu'il le fait en 6 exemplaires, ça veut dire aussi qu'il le considère comme une œuvre. Donc le catalogue qui était catalogue la première fois, cette fois-ci, c'est plus une catalogue, c'est l'œuvre, parce qu'elle est centrale dans l'exposition, c'est le catalogue. À côté du catalogue, il y a des photos et il y a une édition. L'édition, je vous montre vite le catalogue, il y a presque toutes les données de l'autre, et il termine avec la numéro 12 sur la page 12. Cet livre est donc signé. Malheureusement, cet exemplaire que moi j'ai, il n'est pas signé. Je l'ai trouvé, parce que ce n'est pas facile à trouver, il n'y a que 6 exemplaires. J'ai trouvé au MACBA à Barcelone, où on a fait les photos. Donc celui-là n'est pas signé, mais il signe 3 fois. Et il signe 3 fois. Pourquoi? Parce que ce livre n'était pas cousu. Donc ce sont 3 feuilles pliées en 2. Et donc, il signe la feuille pliée en 2, il le signe ici, à droite, en bas, donc sur la page 3 de chaque feuille. Donc, 3 fois dans le livre, on a sa signature. Donc, moi, je pense que c'est parce qu'il y avait les 3 feuilles pliées l'un dans l'autre pour former l'exemplaire du livre. Il les firme 3 fois parce que c'était pareil. L'édition qu'il publie, c'est en fait, avant, quand on faisait l'offset, pour transférer le texte monté en maquette, on faisait des négatifs, des films en négatif, qui étaient utilisés après pour mettre sur les plaques en métal, les plaques anodisées, les plaques offset. Avec la lumière, ça s'est développé, et cette plaque était montée sur la machine pour imprimer. Il appelle cette pièce Tractatus Logico-Catalogicus, parce que d'une manière, il montre la logique d'un catalogue. Quand tu vois cette édition, tu vois les textes qui sont tournés à l'envers, montés d'une manière assez irrégulière. Ce n'est que quand on imprime, quand on plie et quand on coupe, qu'on a l'ordre bien du livre. Donc, il montre la logique d'un catalogue, mais montre la logique à travers la logique d'imprimerie. Non, ce n'est pas une logique intellectuelle, c'est une logique qui vient de l'imprimerie. Donc, il montre la plaque préparative pour faire, je montre ici, ça c'est le positif, comment il va être imprimé, moi je l'utilise. Donc il montre une feuille assez grande, je ne sais pas si je n'ai pas noté le format. Et c'est une édition qui fait à 100 exemplaires, donc montre littéralement la logique d'impression d'un catalogue. Le titre de l'édition apparaît une fois dans la marge gauche en haut et une fois à l'envers dans la marge inférieure droite. Cela signifie que le titre est toujours lisible, quelle que soit la manière dont vous souhaitez accrocher l'édition. Les textes sur l'édition sont à la fois lisibles et à l'envers, ça dépend comment. Il n'y a pas vraiment de sens de lecture à assumer, à moins de prendre la page de titre comme sens de lecture ou effet secondaire, peut-être pas prévu par l'auteur, la signature avec le numéro d'édition au milieu du travail. Voilà, je pense que par là, il y a la signature de l'auteur.
En créant une édition du catalogue, il donne au catalogue le statut, encore une fois, d'une œuvre. Le titre de l'édition fait aussi référence à l'un des premiers traités philosophiques de Wittgenstein, le Tractatus, qui redéfinit la manière traditionnelle de faire des images. Mais il peut également être considéré comme un commentaire sur les références fréquentes des artistes conceptuels des années 60 et 70 au vocabulaire de la philosophie. C'est quelque chose que Maria m'avait dit. On va terminer avec les MTL. Le prochain livre qu'on va aborder, c'est Un voyage en mer du Nord. Un voyage en mer du Nord existe en 3 versions. Il y a 1100 exemplaires, dont 100 exemplaires vont ensemble avec un film en anglais. Une version en anglais qui s'appelle A Voyage on the North Sea, publiée en 73. Il y a une deuxième version en français qui s'appelle Un voyage en mer du Nord, aussi publiée au même moment, qui a 1000 exemplaires et qui va une édition de 10 qui vont ensemble avec le film. Parce qu'il y a un film, il y a un livre. On va vous montrer après. Il y a une troisième version en allemand, Eine Reise auf der Nordsee, aussi publiée en 73, qui a 1000 exemplaires qui ne va pas ensemble avec le film. Le film est un 16 mm couleur qui dure 4 minutes 15 secondes. Il n'y a pas de son. Le livre, je peux vous montrer la maquette, parce que je ne l'ai pas, mais pour vous donner une idée, est assez petit. Voilà, ça c'est le format du livre. Mais avant, je vous dis qu'il y a un film qui a été fait en 73 par Blotage qui s'appelle Analyse d'une peinture. Dans ce film, il montre des détails d'une peinture d'amateur de l'année 1900 représentant des bateaux de pêche en haute mer. Ce film montre des détails des bateaux, d'une toile de peinture et des voiles de bateau. En 1974, il ajoute au début et à la fin de ce film des nouvelles images. Des images en noir et blanc d'un voilier, bateau de plaisance, au large des côtes belges. Et appelé ce nouveau film aussi Un voyage en mer du Nord. Ce film a la structure et le processus d'un livre. Le film commence avec une page de titre, avec le titre du film, et est suivi de 15 séquences avec un numéro de page alterné de 1 à 15 avec 15 images de tableau. Il n'y a pas d'action, il n'y a pas de mouvement de caméra. Le film est monté exclusivement avec des images fixes. C'est un film avec une structure très claire, donc il y a le numéro de page, il y a une image. Puis je vois qu'il cache ça 3 fois. Il cache 3 fois la structure rigide. Donc le numéro de page 4 est suivi pas par une image, mais par 2 images différentes. Une image des voiliers en noir et blanc, suivie par le tableau avec les bateaux de pêche en couleur. Donc ici, c'est aussi tout ce qui est bateau de plaisir, donc le voilier, est en noir et blanc. Tout ce qui est le bateau de travail, donc les gens qui pêchent, qui travaillent, est en couleur et c'est la reproduction de la peinture. Donc, c'est la première fois qu'il coupe le rythme pour mettre les deux, pour changer, disons, de registre. Il change du leisure, du plaisir, au travail. Le numéro de page 5 est répété 2 fois, chaque fois suivi d'une image différente. D'abord, le détail d'une toile de peinture, où on voit très bien la trame, suivi par un détail de la voile du bateau de pêche de la peinture. Donc ici, il fait un jeu entre le canvas, le textile utilisé pour peindre, et le textile utilisé pour faire les voiles de bateau. Et enfin, après le numéro de page 10, on voit 2 images qui se suivent, 2 détails différents d'une toile de peinture vierge où on voit la trame du film. Donc ce sont 3 moments de charnière où il saute d'un registre à l'autre et pose des questions sur les différents niveaux de fonctionnement de la reproduction. Il finit le film avec un mouvement typique du cinéma, un zoom-out en 3 images, seulement interrompu par les numéros de page 14 et 15. Donc un zoom-out en 3 images du voilier au large des côtes, avec les bateaux chaque fois un peu plus petits. Donc,
c'est mimiquer un mouvement film dans un film, mais en le faisant avec des images fixes. Donc on revient sur le livre. C'est donc le livre imprimé qui est édité en 3 langues, un livre avec le même type d'image que celle utilisée pour le film. Des images du voilier au large de la côte, en noir et blanc, et des détails de la peinture des bateaux de pêche, peint par un amateur à les alentours de l'année 1900. Dans ce livre, il met en contraste la peinture historique des pêcheurs en train de travailler avec la photographie contemporaine des voiliers de plaisance. Le livre est relié avec une reliure japonaise, donc 2 feuilles pliées en 2, dont cette partie va dans le livre, dans le dos du livre, donc il y a une continuité. Donc c'est une manière aussi d'articuler l'idée de film dans le livre, c'est avec une continuité. Tu vois ici, donc les feuilles pliées en 2, seulement imprimées avec l'image d'un côté. Mais Brotthard, qu'est-ce qu'il fait? Il met le numéro de la page à l'intérieur. Donc, invisible. Quand tu regardes le livre, le numéro, il faut soulever la page pour le voir. Le numéro qui était tellement visible, tellement présent dans le film, ici, il essaye de le cacher. Et curieusement aussi, de nouveau, il change de gauche à droite. Donc, les numéros pairs sont à droite parce qu'ils sont sur le dos de l'image. Donc, l'image, la numérotation de page est au contraire d'un livre normal parce qu'il numérote, il met le numéro au dos de l'image et caché en plus. Donc l'idée aussi d'utiliser la reliure japonaise fonctionne comme un boucle, comme un mouvement long et continu qui renforce l'idée du film. L'image sur la couverture se répète, mise en miroir sur la 4e couverture et ferme de cette manière le livre. Donc on voit l'encre qui a une direction, et si on va à la fin du livre, on voit que l'encre a été tournée. C'est comme, de nouveau, il fait un boucle pour fermer le livre. On va de nouveau au début. Donc sur la page de titre, il pose le titre du livre en haut, avec en milieu la photo des voiliers de plaisance, et en bas, il met le nom de Brotthard. À la fin, il répète ces pages, mais il change de nouveau l'ordre. Donc il met Brotthard d'abord, et il met le titre en dessous. De nouveau, il fait comme un boucle. Il applique la mise en miroir et le dessus-dessous aussi, avec plein d'images. On va passer un peu. Regardons. Donc on commence le film avec les bateaux de plaisance en noir et blanc. Ici, il met déjà en opposition le bateau de plaisance et le bateau de la paix. Et là, il commence à montrer des détails, des séries d'images, donc presque comme des thèmes cinématographiques. Ici, tu vois, quand les images sont plutôt des détails, des fois, il les flippe en haut, il les flippe à gauche, à droite, pour faire presque des patrons. Tu vois ici aussi, il utilise la même image, mais il le montre différemment. Cette page est presque comme un index, parce que ce sont toutes les images qu'on a vues avant. Il reprend de chaque page un détail, presque comme un index du livre. De nouveau, l'opposition, on rentre de nouveau, hop, on va quitter le bateau de travail et on rentre dans le bateau de plaisance. Il y a quelque chose que je voudrais bien commenter. Ici, par exemple, c'est la première fois qu'il montre le bateau de travail, donc la peinture, en noir et blanc. C'est très curieux, parce que normalement, il ne faisait pas ça ni dans le film, ni dans les... Et je me demandais beaucoup de temps pourquoi, parce qu'en plus, j'en ai l'impression que cette image est mal imprimée, qu'elle est trop grise.
Et par hasard, j'ai découvert que cette image, je vais vous montrer, quand tu le mets, l'image du bateau dans ton ordinateur, et tu le mets dans les 4 couches de l'imprimeur, donc si on imprime une photo en couleur, il y a un parti en rouge, le magenta, il y a le sillon, le bleu, il y a le jaune, il y a le noir. Et ce qu'a fait Brotard, il a pris le film du noir pour l'imprimer dans le livre. Donc, il reste dans le registre des couleurs, parce qu'il n'utilise pas le film noir normal d'une photo, mais il prend le noir des 4 couleurs qu'on utilise normalement pour imprimer, et la plaque du noir, normalement, c'est fait pour augmenter les contrastes. Donc, c'est pas très noir, ça met juste un peu de noir pour que le contraste dans une image de couleur est soulevé. Donc, il essaye de se rapprocher le plus près possible du bateau de plaisance, mais il reste dans le registre du noir et blanc. Il a dû voir ça parce qu'avant, quand on imprimait, maintenant toutes les machines sont en 4 couleurs, tu pousses le bouton, le papier il passe et il sort l'image. Donc tu commences à ajuster les couleurs. Mais avant, on imprimait des fois couleur par couleur. Et pour être sûr que la densité des couleurs était bien, on imprimait, avant de faire le livre, sur une machine de test, disons, une machine d'épreuve. On imprimait quelques feuilles et on séparait les couleurs. On mettait le jaune, le bleu, le rouge, le noir, et on les montait ensemble. Donc le rouge avec le jaune, le rouge avec le bleu. Donc, on faisait un petit book qui était emmené chez l'imprimeur pour regarder chaque fois qu'il imprimait une couleur pour voir si les densités correspondaient bien avec. Parce que sinon, à la fin, tu vois que tu as mis trop de jaune, mais tu ne peux pas le retirer, c'est fait. Donc je pense que Brotard a dû voir ça, qu'il y avait du noir dans les couleurs, et il l'a utilisé dans le livre. Ça, c'est une chose qui est assez intéressante de voir. Et il y a une deuxième chose, si on regarde au début, il y a 2 bateaux qui sont sur la mer. Et à la fin, il répète ces 2 pages-là, et si on regarde bien, les bateaux ont bougé. Donc le temps de la lecture du livre, le temps qui s'est déroulé, le bateau a passé. Donc, de nouveau, c'est une manière de lui d'introduire un geste cinématographique, parce que donc le temps dans le livre, le temps de la lecture, le bateau s'est bougé. Je voudrais juste encore commenter sur le texte qu'il y a mis au début et à la fin. Donc, il écrit dans la première page, je vais vite le lire, avant de couper les pages, le lecteur se méfiera du couteau qu'il manipulerait à cette occasion. Je souhaite qu'il renonce à ce geste et garde près de lui cette arme, ce poignard, cet objet de bureau qui pourrait, avec la soudaineté d'un éclair, se transformer en ciel vague. Le soin est laissé au lecteur attentif de découvrir la raison qui a poussé à la publication du présent volume. Il cédera aux besoins de quelques lectures puisées dans l'abondante production actuelle. Défense de couper les pages. Donc l'auteur ici demande, s'il vous plaît, ne me coupe les pages. Donc c'est une reliure japonaise. Il demande de ne pas les couper parce que dans les années 70, c'était encore régulier qu'on publiait des livres qui n'étaient pas coupés. Donc normalement, un livre, quand il est relu, il passe dans une machine où on coupe les 3 côtés, comme ça qu'on peut ouvrir. Mais on vendait les livres pas coupés. Donc les gens à la maison, avec un coupe-papier, avec un couteau, on coupait les pages. Donc il avait peur probablement aussi que les gens vont couper la reliure japonaise. Et ce n'était pas l'intention parce que ça coupait le concept de son livre. Il répète le même texte derrière dans le livre, mais avec des petits mouvements. Il change quelques mots, mais en général, c'est le même contenu qui donc, demande de ne pas couper les pages. On va quitter un voyage en mer du Nord et on va vous montrer le dernier que je vais en parler. Je ne sais pas si ça va bien. L'Angélus de Daumier.
À l'occasion de l'exposition de l'Angélus de Daumier à Paris, au musée d'art moderne, en 1975, Brotas fait un catalogue en 2 volumes, avec le même titre, l'Angélus de Daumier. Je vous montre vite la maquette pour avoir une idée du volume. Ça, c'est le livre, ça, c'est le format, et ça, c'est le premier volume et le deuxième volume. Volume 1 est présenté à l'inauguration de l'expo, le volume 2, avec des images de l'expo, est publié plus tard. Dans le premier volume, Brotas fait imprimer, le volume 2 sera envoyé à l'acheteur. Le titre, l'Angélus de Daumier, et comme plus tard Brotas disait dans une interview, en fait c'est un lapsus. L'œuvre, l'Angélus, n'est pas de Daumier, mais de Millet. Mais selon Maria Gillison, Brotas n'aimait pas trop le travail de Millet. Millet est un très grand amateur du travail de Daumier. Ou peut-être le lapsus trouve son origine dans le fait que juste après l'expo de Brotas au musée à Paris, il avait planifié une grande expo de Millet. Dans l'introduction du deuxième volume, Brotas fait allusion à cette énigme, mais demande au lecteur même de déchiffrer cette énigme. La première et quatrième couverture du premier volume, imprimée en couleur sur un papier cartonné, est un miroir pour la première et quatrième couverture du deuxième volume, ainsi créant un boucle fermé. Donc on voit le premier volume, il y a un dessin qui s'appelle Tabac belge, qui est sur la couverture, et sur le dos, il y a un extrait, une couverture d'un bande dessinée des pieds nickelés. Et sur le deuxième volume, il reprend sur la couverture de l'image des pieds nickelés et il met le tabac belge à la fin. Donc, il fait comme un boucle pour relire ces 2 livres ensemble. Cette image des pieds nickelés se trouvait, les couvertures, les mises en page sont exactement les mêmes, seulement sur le premier volume et sur le deuxième volume. La mise en page, l'utilisation du dessin tabac belge sur la couverture représente, comme Brotas l'écrit lui-même dans un texte dans le premier volume, en dessous du titre salle bleue, tabac belge signifiant la nationalité de l'artiste. Il faut y voir aussi une allusion à cette expression courante dans le nord de la France, particulièrement, et à Paris, fume, c'est du belge. C'était une manière ironique qu'ont petit belge de s'introduire dans la grande ville de Paris. Le premier volume, qui compte 32 pages, seulement imprimé au recto, des pages de droite, en noir et blanc, sur un papier d'édition assez épais, donc un papier normalement utilisé pour les textes, donc pas un papier couché, papier de dessin presque. Les pages ne sont pas cousues, mais seulement collées. Donc le livre n'est pas cousu, il est seulement collé et seulement imprimé sur une page de droite, presque comme des planches. Les différentes salles où Brotas allait installer ses œuvres sont décrites. Donc, il commence les livres et pour chaque salle, il donne ses intentions. Il dit, salle bleue, je vais mettre ça, je vais montrer ça. Et il fait une illustration à ce texte qui est comme un pattern, un papier décoratif qu'il met en dessous. Donc, il ne montre pas encore l'image. Dans cette note du premier volume, Brotas aussi donne une explication pour le fait qu'il a 2 publications. De cette manière, il pointe vers un problème encore actuel à ce jour-ci. Le catalogue doit toujours être prêt pour l'inauguration. Donc, ici un extrait du texte de Brotas. Le moment de procéder à l'accrochage ne coïncide pas avec le temps employé pour l'impression d'un catalogue. C'est la première raison matérielle qui justifie la publication d'une seconde partie. Donc, il décrit tous les salles pendant les 32 pages. Il met un pattern qui est différent un petit peu.
Ici, on a la salle noire qui va être la salle du cinéma. Et sur chaque, en dessus de chaque décor, image de décoration, il mit une phrase qui vient des Bibles. Toute nouvelle contenu. Et il termine avec une liste, si je ne me trompe pas, des expositions, non, des textes publiés par l'artiste et des publications. Et sur la dernière page qui est la couverture, donc le dos de la couverture arrière, il met le mot à suivre. Donc on n'oublie pas qu'il va y avoir une deuxième volume. Donc plus tard, il fait le deuxième volume. Voilà, c'est le deuxième volume avec l'image de Pierre Niclet. Le deuxième volume a aussi 32 pages, mais cette fois-ci, le livre est imprimé sur un papier couché brillant, assez fin, imprimé recto verso en noir et blanc, faisant exception pour le verso d'un cahier de 4 pages, qui est imprimé en 4 couleurs. Au contraire du premier volume, cette publication est fil cousu et collé, donc avec des formes des cahiers, 3 cahiers, un après l'autre. Au contraire du premier qui n'était pas cousu, qui était seulement collé. D'abord, on a un cahier de 8 pages, recto verso en noir et blanc, suivi par un autre cahier de 8 pages, recto verso blanc. Et au milieu du deuxième cahier, il met donc un cahier de 4 pages qui a des couleurs. On va voir ça. Donc le titre, une note où il explique un peu sur le livre et sur son travail, des images de l'exposition à Paris. Et ici, on a le cahier en 4 couleurs. Il met les images en couleur de la salle blanche, une œuvre qu'il a fait là-bas, comme un inséré au milieu du deuxième cahier, où se trouve la photo de la salle Rothschild. La salle Rothschild était donc dans le bâtiment, et c'était la première fois qu'il était ouvert au public. Donc, il voulait mettre sa salle blanche dans la salle Rothschild. Et qu'est-ce qu'il fait? Donc, il fait une double page avec la salle Rothschild. Il prend un cahier de 4 pages, et l'extérieur de ce cahier est noir et blanc avec 4 mots, et au milieu, il met la salle blanche, 2 photos, une photo, disons, normale et une photo en grand angle. Et la salle Rothschild, qui est une salle historique, cette fois-ci, il reste en noir et blanc, et l'œuvre de Grotesque, une nouvelle œuvre, une nouvelle salle, il les met dans la salle Rothschild, savant que la salle blanche est une reconstruction sur échelle 1 sur 1 de son premier musée qu'il a ouvert dans sa maison rue de la Pépinière en 68. Donc, qu'est-ce qu'il prend aussi? Si tu regardes de nouveau les 4 mots qui disent ombre, soleil, image, lumière, c'est les 4 mots qu'il a repris de la poutre centrale de la reconstruction. Et il termine de nouveau avec ces 4 mots, mais il les met à l'envers. Donc, de nouveau, il fait comme un boucle. Donc, le mot lumière qui était le dernier est le premier ici. Donc, il fait de nouveau un boucle. Il met comme dans la salle Rothschild un boucle. Et après, le livre continue avec encore des images de l'exposition. Techniquement, la page avec la salle blanche ne se trouve pas vraiment au milieu du livre, mais si on ne prend pas les dernières pages qui sont des listes, il est en plein milieu du livre. Grotesque écrit dans la note qu'on a vue au début du livre, de la deuxième volume, il écrit « La différence entre projet et réalisation s'exprime, je crois, suffisamment par celle qui sépare les dates de parution des 2 parties du catalogue. Comme exemple de la différence entre projet et réalisation, l'anecdote suivante. Dans le premier volume, on peut lire en bas
du titre Salle Blanche, reconstitution la plus fidèle possible d'un ensemble fait par l'artiste en 68, qui s'attaquait à l'époque à la notion du musée, à celle de la hiérarchie. Donc au premier volume, il dit qu'il va montrer donc la Salle Blanche, qui n'avait pas le titre Salle Blanche, mais c'était prévu dans la Salle Blanche. Mais la réalité s'est déroulée différemment. Donc, c'était l'idée à Paris de reconstruire la rue de la Pépinière. Mais Brottas n'aimait pas trop de refaire des choses. Et il se résistait au commissaire qui voulait l'obliger presque à reproduire exactement comme il l'avait fait avec les caisses, les cartes postales et tout. Ils avaient même emmené les caisses dans la salle pour les réinstaller. Et à la fin de l'histoire, Brottas, on en avait marre. Je pense qu'il est même allé voir le directeur, on m'a raconté, pour dire qu'il ne voulait vraiment pas faire cette reconstruction. Et c'est seulement quelques jours avant l'ouverture qu'il a fait venir un peintre, de peintre spécialisé à peindre des lettres sur les vitrines, et qu'il a demandé de peindre tous les mots, pour les gens qui connaissent la Salle Blanche, de peindre donc tous les mots sur le mur. Des mots qui font tous référence, disons, au monde de l'art, à la peinture, à l'image, le paysage, la lumière, l'ombre. Donc des noms que Brottas a utilisés presque toute sa carrière artistique dans son travail. Et c'est presque, ben ça c'est simplement une idée à moi, c'est presque comme il savait que c'était son dernier expo. Brottas était déjà très malade. Et c'est comme il a pris tous les mots qu'il a couvert, les mots qu'il a utilisés comme image et tout ça, c'est comme il les a laissés de nouveau libres comme mots, sans hiérarchie, dans une typographie unifiée, de les remettre de nouveau dans cette salle. J'avais vu aussi que dans le premier volume, dans le colophone, ils étaient barrés les noms des commissaires. Il avait imprimé des petits motifs décoratifs. Et après, j'ai entendu que c'est les commissaires qui avaient demandé de se retirer pour la bagarre qu'ils ont eue sur l'idée qu'ils devraient réinstaller, que Brottas refusait. Donc à la fin de l'histoire, il paraît que c'est, je ne sais pas si c'est vrai, mais il paraît que c'est que les commissaires ont demandé de se retirer du catalogue qui était déjà imprimé. Donc ils ont imprimé un motif qui faisait presque illisible les noms des commissaires. Oui. Philippe? Il a quelque chose à dire. Non, s'il vous plaît. C'est l'initiative de Brottas. C'était Jacques Caumont qui était commissaire. Oui. Il s'est disputé avec Jacques Caumont. Oui. À cause de la Salle Blanche, en effet, comme tu as expliqué. Mais c'est Brottas qui a rayé son nom. Ah bon. Il a mis à la porte et qui a rayé son nom. Ah bon. C'est comme ça que Non, c'est très important. Et Jacques Caumont, il a été remplacé par Pac. Parce que la seule chose que moi j'avais Il est vue, devenu directeur du centre. moi j'avais vu que c'était barré. Je me demandais pourquoi c'est barré. C'est pas normal qu'on barre le nom. Et après, d'ici et là, j'ai entendu des choses. Mais c'est pour ça que c'est bien de préciser les choses. Donc c'est Brottas qui a demandé de l'enlever. Oui, oui, oui. Parce qu'il y a aussi un texte qu'il publie, qui est publié après sa mort dans une revue, il m'échappe le nom maintenant, où Brottas réactionne sur un article que Otto Hahn a écrit dans la même revue, où il est assez critique avec Brottas et qu'il dit qu'il y avait eu une bagarre. Et Brottas voulait calmer un peu les mœurs, je pense. Il dit dans ce texte que c'est vrai que lui, c'est quand même un artiste difficile, mais qu'il ne veut pas rentrer dans le débat et que tout a été bien, un peu comme ça, en vitesse. Donc, mais c'est bien de savoir que c'est Brottas qui a fait Il avait aussi prévu, parce que je parlais qu'il était déjà malade, je ne sais pas s'il peut confirmer ça, quand il a fait l'expo à l'Angélus Daumier, qu'il était bien malade déjà. Oui. Donc, il avait aussi fait l'intention, si on lit le premier volume du texte, qu'il voulait exposer 12 calendriers qui symbolisaient les 12 années qu'il a travaillé comme artiste plastique. Mais à la fin de l'histoire, donc la réalisation, il n'a pas montré ces 12 calendriers. Et après, j'ai aussi vu qu'il a repris les caisses qui étaient prévues dans la salle, il les a mis dans une autre salle, il les a fait
tapé ou collé, contre-collé avec du papier qu'on utilise pour coller sur les murs qui représentait des briques. Il les a mis dans une autre salle. Attends, j'ai perdu un peu. Ça, j'ai dit, à la fin de son texte, donc. Ah, ce que je voulais encore dire pour terminer, qu'à la fin de son texte, dans le deuxième volume, il ajoute encore une note politique. Selon le souhait de l'artiste, comme geste symbolique de solidarité avec les démocrates espagnols, le vernissage de l'exposition sera interrompu une demi-heure avant l'heure habituelle. Il faut savoir que juste avant l'exposition, qui va inaugurer l'exposition, en Espagne, juste avant que Franco meure, il fait encore exécuter différents prisonniers prisonniers par le régime franquiste. Et c'est sur ça, donc il est fait tuer le 27 septembre 1975, et c'est à ça que Brotas fait référence. Donc le 2 octobre, c'est seulement 5 jours après qu'il fait référence à ça dans ce texte, et comme hommage aux exécutés, donc il fait fermer l'exposition une demi-heure plus tôt que prévu. Bon voilà, moi j'ai terminé. On a passé les 5 livres.